Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet profondément abstrait, mais absolument vital pour le monde de l'éducation, l'architecture de la compétence pédagogique. L'idée ici, c'est vraiment de décortiquer la théorie derrière l'acte d'enseigner pour mieux comprendre l'action concrète sur le terrain. C'est un sujet fascinant parce qu'il remet en question tout ce qu'on croit voir quand on observe un professionnel au travail. Alors, commençons par une question un peu intrigante. Qu'est-ce qui rend la compétence d'un éducateur si invisible? C'est un vrai mystère. En fait, la compétence professionnelle, dans sa véritable essence, elle ne s'observe pas directement à l'œil nu. Elle se cache. On ne peut pas la peser, on ne peut pas la mesurer physiquement. Tout ce qu'on peut faire, c'est la déduire en observant des actions très précises dans un contexte donné. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route pour cette analyse. 1. L'anatomie d'une compétence. 2. Le concept central de savoir agir. 3. La science face à la pratique. 4. Le développement professionnel continu. Et pour finir, 5. L'évaluation et la communauté. Partie 1. L'anatomie d'une compétence. Et spoiler, ce qu'on voit en classe n'est littéralement que la pointe de l'iceberg. En fait, la compétence n'est pas directement observable, elle est déduite à partir des actions en contexte. Les comportements physiques ou verbaux qu'on remarque, ce sont de simples indicateurs de surface. Ils clignotent pour signaler une structure interne bien plus vaste. Imaginons un instant un enseignant qui adapte spontanément son explication après une question inattendue d'un élève. Ce qu'on entend, c'est juste une réponse vocale, mais sous la surface, c'est une analyse ultra rapide des besoins et un réajustement hyper stratégique. Et comprendre ça, ça change absolument tout. On ne juge plus une simple mécanique, on décode les indices d'une machinerie invisible. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le concept de savoir agir, tiré des recherches incontournables de Leboturf en 2006. Le point crucial, le voici. Le savoir agir, c'est la capacité de mobiliser des savoirs, du savoir-faire et du savoir-être pour agir efficacement. On passe d'une simple liste de tâches statiques qu'un prof pourrait juste cocher sur un bout de papier à une orchestration hyper dynamique de ressources internes. C'est du mouvement perpétuel. Détaillons un peu ces 3 fameuses ressources qu'il faut combiner à la perfection. D'abord les savoirs. Ça, c'est la théorie pure, la matière enseignée. Ensuite, le savoir-faire. Ce sont les habiletés techniques et pratiques. Comment gérer le temps, comment structurer un plan de cours. Et enfin, le savoir-être, c'est-à-dire l'empathie, les valeurs, la gestion des relations. Un éducateur vraiment compétent fusionne ces 3 éléments sans la moindre friction. Il ne suffit pas de connaître sa matière, il faut la technique pour la transmettre et l'empathie pour écouter les besoins, le tout en même temps. C'est cette alchimie qui crée la vraie capacité à fonctionner. Et pour donner un peu de poids institutionnel à tout ça, le ministère de l'Éducation en 2001 disait que la compétence, c'est la capacité d'agir efficacement dans des situations de travail réelles en mobilisant diverses ressources. Le mot-clé ici, c'est réel, l'authenticité. Une compétence s'appuie à 100% sur le jugement face au réel, pas dans des simulations abstraites. C'est sur le terrain, face à la dynamique de groupe, aux imprévus, aux émotions. C'est là que la mobilisation des ressources prend tout son sens et que les véritables décisions se prennent. Passons à notre 3e axe, la science d'un côté, la pratique de l'autre. 2 perspectives fascinantes qui se complètent à merveille. C'est vraiment intéressant de mettre ces 2 visions en parallèle. La vision scientifique, elle, cherche à comprendre comment les enseignants interprètent les situations, s'adaptent et prennent des décisions face à une avalanche d'informations. La vision pratique, quant à elle, met en lumière la réalité crue du terrain, comment combiner ces ressources pour obtenir des résultats concrets et gérer l'incertitude permanente. En fait, c'est l'instant précis où la rigueur de la théorie percute la frénésie imprévisible d'une salle de classe. Côté science, les exigences sont hyper claires. Il est strictement impossible d'évaluer une compétence en se basant sur des comportements isolés. Il faut absolument saisir comment la personne interprète la situation donnée et observer comment elle s'adapte aux contraintes. Le comportement qu'on observe n'est finalement que la trace laissée par le professionnel. Et ce mot est vital, une trace. Ce n'est jamais la compétence elle-même, c'est juste l'empreinte visible d'un processus cognitif intense en arrière-plan. Maintenant, si on bascule du côté pratique, c'est une toute autre énergie. On parle d'une capacité fonctionnelle à faire face à l'incertitude et aux imprévus. Un éducateur navigue à vue en permanence. Un bug technique, un conflit soudain qui éclate entre 2 élèves, une perte d'attention générale. La véritable compétence, elle réside dans cette agilité exceptionnelle à recombiner ses ressources à la volée pour maintenir le cap. Quoi qu'il arrive, on vise les résultats d'apprentissage. 4e point à aborder, le développement professionnel continu. L'idée fondamentale que la compétence, c'est un voyage, pas une destination.
Regardons comment tout ça se construit. On démarre toujours par des situations simples, pour progresser inévitablement vers des contextes de plus en plus complexes. Comme le soulignait le Conseil supérieur de l'éducation en 2014, le développement se poursuit tout au long de la carrière. L'intégration de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies ou même de nouvelles réalités sociales, ça ne s'arrête littéralement jamais. C'est un enrichissement constant. Donc, la compétence est intrinsèquement liée au développement. Elle s'acquiert et s'affine progressivement, grâce à l'expérience et à la réflexion. Ce n'est absolument pas un diplôme qu'on encadre, qu'on accroche au mur et qu'on oublie. Pas du tout. C'est cette évolution sur toute une vie qui donne une direction et un sens profond à la carrière. Un praticien réfléchit toujours sur ce qui a fonctionné aujourd'hui pour être plus efficace demain. Et nous voici à la 5e et dernière partie, l'évaluation et la communauté. Avec une grande et belle question, comment évaluer ce qui est à la fois invisible et en perpétuel mouvement? Pour résoudre ce casse-tête, il faut être très clair sur ce qu'on évalue. Ce qu'il faut évaluer, c'est la progression, le parcours dans le temps et la manière de gérer des situations de travail spécifiques. À l'inverse, ce qu'il ne faut surtout pas évaluer, ce sont les performances uniques, les fameux coups d'éclat ou les comportements isolés. Une évaluation juste exige de prendre du recul pour regarder l'ensemble du film de la trajectoire professionnelle et non pas de se contenter d'une simple capture d'écran réductrice. Et cette évaluation repose entièrement sur certains contextes essentiels. On a besoin de normes professionnelles rigoureuses qui servent de repères, d'une véritable communauté de pratiques pour échanger et surtout d'un contexte organisationnel qui soutient tout ça. La compétence ne flotte pas dans le vide, elle est profondément ancrée dans son milieu. Sans le soutien de l'organisation et sans les standards partagés par les pairs, évaluer la compétence de manière équitable relève carrément de l'impossible. Alors pour terminer cette analyse, voici une petite réflexion pour nourrir les esprits. Si la compétence n'est jamais vraiment achevée, peut-elle un jour être véritablement évaluée? C'est tout le paradoxe fascinant de cette architecture pédagogique. On bâtit une expertise dont l'édifice n'est jamais totalement terminé, toujours en chantier, toujours en amélioration. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée et gardons en tête que le magnifique défi de transmettre le savoir est et restera une aventure humaine de toute une vie.